Bonjour, mon nom est Mélissa Durand et aujourd'hui, je vais vous présenter les documentaires ados. Donc, je vous explique, normalement, on a une capsule d'incontournable pour le primaire. Cette fois-ci, on va en faire une récapitulative du mois de l'année 2022, donc de janvier à décembre, pour le secondaire. Donc, parce qu'il y en a moins proportionnellement, c'est la raison pour laquelle on va en faire une aujourd'hui. Donc, je commence avec les stéréotypes aux commandes qui viennent de nous arriver. Donc, pour aborder les stéréotypes, on pourrait commencer par expliquer, comme l'album va le faire, que les stéréotypes, ce sont des informations rapides que le cerveau va traiter, donc des catégories, des étiquettes, pour qu'on ait rapidement une information sur ce sur quoi on va porter les yeux. Donc, par exemple, en situation de danger, on doit être capable de voir rapidement qu'est-ce qu'on voit. Est-ce que c'est un mammouth qui nous fonce dessus ou est-ce que c'est simplement un lapin qui est passé? Donc, on traite des informations. Malheureusement, là où ça devient un stéréotype, là où on va finir par avoir des stéréotypes, c'est quand le jugement initial devient persistant et qu'il est corroboré par absolument rien de tangible finalement. Donc, le début va servir à expliquer ces notions-là, donc c'est vraiment très intéressant. Et on va aussi parler du vocabulaire autour de ces questions-là. Donc, la différence entre, par exemple, un préjugé, un stéréotype, de la discrimination et les biais, qui n'étaient pas des mots initialement forcément péjoratifs. Donc, on va dans le fond partir du point de qu'est-ce que c'est un stéréotype et pourquoi c'est là et son origine, jusqu'à ce qu'on arrive plus finalement dans la division des messages plus subliminaux, les biais au niveau des informations qu'on va cultiver sur les médias, à la télévision. On a créé des stéréotypes aussi parce que c'est plus facile. On va être capable de dire rapidement, cette personne-là, elle est dans telle catégorie. Le problème, c'est qu'on risque non seulement de se tromper, elle n'est pas forcément dans ces catégories-là, mais en plus, on risque de moduler notre réaction face à ces stéréotypes-là, qui ça aussi, ça pourrait devenir rapidement problématique. Donc, on va parler, entre autres, de différents éléments dans l'emploi, les femmes, la discrimination LGBTQ. On va parler vraiment de tous ces termes-là. On va parler, en fait, aussi... les stéréotypes peuvent être positifs. Donc, parfois, mettons, quelqu'un qui est beau, on va pas avoir tendance à lui dire, on va pas tendance à avoir à penser que cette personne-là peut faire des choses qui sont litigieuses ou des choses qui sont négatives parce qu'elle a l'air gentille. Ça aussi, c'est un biais. C'est pas parce que ce qu'on voit nous plaît que c'est forcément ce que la personne elle est. Donc, on voit que finalement, notre cerveau a un très grand rôle à jouer dans les stéréotypes et on va en parler allègrement. On va parler aussi des pièges que le cerveau peut nous occasionner. L'exemple que j'avais trouvé, c'était... tout ce qui est dans le fond dans l'industrie. Le fait d'y être exposé à multiples reprises, ça a une incidence. C'est beaucoup moins banal qu'on veut bien le croire. Le cerveau peut implanter des idées plus facilement. On va en parler. La façon que l'industrie aussi va traiter les stéréotypes, va être assez... ça va avoir des répercussions sur notre façon de concevoir le monde. On n'aurait qu'à penser, par exemple, à ce qu'on voit au niveau des différences entre les garçons et les filles. On voyait très peu auparavant dans les annonces de cosmétiques des hommes, comme si le fait de se maquiller et d'avoir soin de soi était essentiellement un concept féminin. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y en a davantage avec des garçons. C'est un petit exemple, mais c'est là-dessus qu'on va jouer. On va parler des réseaux sociaux, forcément. C'est pas simplement le réseau social, c'est vraiment tout ce qui est média. C'est bien fait, c'est d'ici, donc c'est de la maison courte échelle, donc c'est dans notre vocabulaire. Relativement bien aéré, donc on le voit au niveau du texte, c'est pas lourd. Et c'est vraiment très intéressant, surtout de réaliser que des fois, c'est pas qu'on veut être dans les stéréotypes, c'est qu'on l'est à cause de notre environnement, on l'est parce qu'il y a des idées préconçues qui sont généralisées et c'est là que dans le fond, il faut entretenir une saine méfiance, c'est de dire, c'est pas parce que tout le monde pense que ça, c'est comme ça que ce l'est. Et la majorité n'a pas toujours raison. Bon. Donc, Internet aussi, c'est la vraie vie de la maison Ville qui brûle. Donc, comme on s'y attend toujours avec cette maison d'édition-là, ils ont toujours des sujets très actuels. Donc, celui-là, c'est un petit documentaire assez facile à lire sur les écrans.
contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de démoniser les écrans, c'est simplement de parler un peu des choses qui sont concrètes pour nous et celles qui sont moins et comment s'en prémunir. Donc, essentiellement, on va retrouver qui sont les principaux acteurs dans les écrans. Donc, on a le GAFA, par exemple, dont on va parler. On va voir également c'est quoi les fake news, c'est quoi la cyberintimidation. On va parler aussi des fameux algorithmes qui, dans le fond, sont la base de comment on va dresser le portrait d'une personne et finalement l'espèce de guerre qui est autour de avoir les informations personnelles de tout le monde afin d'en dresser un certain portrait et ultimement d'avoir suffisamment d'informations pour lui envoyer les publicités qui seraient susceptibles de la faire consommer. Donc, on sait qu'on est dans ce genre d'univers-là maintenant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le reportage que j'avais vu sur Facebook, qui est un petit peu repris ici également, qui s'appelait le dilemme social. Donc, les écrans, c'est plaisant, il y a plein de façons de l'utiliser, mais il y a quand même des choses en contrepartie sur lesquelles il faut être vigilant. Néanmoins, c'est pas parce que c'est, virtuel que c'est moins réel sur certaines dimensions. Donc, vraiment intéressant pour se poser toutes sortes de questions. On peut parler aussi bien des répercussions également sur les canons esthétiques, donc les modèles qu'on voit à travers les réseaux sociaux, ce à quoi on va s'exposer. Il y a quand même des éléments positifs à dire, il y a une démocratisation de l'information finalement. Mais en contrepartie, on a les fake news. Fait que plein de petits éléments qui sont vraiment très intéressants à aborder. C'est même illustré avec les termes techniques. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, donc je vous invite à aller voir. Le deuxième, c'est Entre le lapin et le renard, donc un conte dépourvu de fées de la maison Isatis. Donc, je vous invite également à aller voir les autres membres de la collection Isatis Griff, dont on voit le logo ici, parce que c'est une collection qui a été conçue, élaborée pour le lectorat adolescent et le lectorat des jeunes adultes. Donc, on est bien content parce qu'on n'en a pas beaucoup. Celui-là touche un domaine qui m'est personnellement assez important parce que je constate que c'est encore un souci, même en littérature, les relations toxiques. Il y en existe de plusieurs formes, de plusieurs natures, et ce ne sont pas évidemment que des relations qu'on retrouve auprès du couple, quoique c'est quand même assez fréquent, et je constate que le problème, il est aussi bien du côté des films et des séries qu'il est du côté de la littérature, que ce soit adulte, que ce soit jeunesse. Donc, dans cette histoire-là, parce que c'est aussi une histoire, donc on a en deux temps, une histoire d'abord et ensuite une histoire, un documentaire. Donc, dans l'histoire, on a ce qu'on pourrait appeler le profil type de la relation toxique, celle auquel on pense le plus souvent et celle qu'on connaît le mieux. Donc, la relation toxique d'un garçon sur une fille, donc dans un cadre de violence conjugale. Donc, on est l'histoire d'une jeune fille à tête d'oiseau qui est tombée en amour avec un garçon à tête de lapin. Mais en arrière de ce masque de lapin, il y a un renard. Donc, ce qui est intéressant de noter, et c'est bien qu'elle l'ait fait, l'autrice, un homme violent ou une femme violente n'est pas forcément toujours un renard. C'est une personne qui va être capable d'avoir relativement deux visages. Donc, ça va être des moments heureux entrecoupés de moments malheureux, donc violents. Et c'est là que, dans le fond, la nature de la relation devient toxique. L'idée, c'est que une relation devrait toujours être consensuelle, devrait toujours être saine et devrait être tenue sur des rapports égalitaires, dans la confiance et dans le respect. Mais dans ces relations-là, ce qu'on observe, c'est que vraiment, il y a une domination. Et il y a aussi la personne, elle est non seulement soumise, elle est en train de se déprécier. Donc, la relation, elle est basée sur comment l'autre va avoir un ascendant sur elle. Et pour l'avoir, cet ascendant-là, il va avoir différents outils dont on va entendre parler à la fin. Mais un des plus, celui qu'on connaît plus, c'est la physique. Donc, les coups de poing, les claques, tout ce qui est rapport physique. Mais celle qu'on parle moins et qui est quand même très dommageable, c'est la psychologique. Donc, toujours déprécier la personne, l'empêcher de voir ses amis, la restreindre, lui faire sentir qu'elle est moins bonne, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas désirable, et de toute façon, je suis le seul qui te comprend. C'est des idées qu'on va cultiver dans la tête de la personne. Il y en a plein. On pourrait en parler vraiment très longtemps, mais je n'étalerai pas sur le sujet parce que ça pourrait être des thèses et des thèses sur le sujet. Mais j'aime la façon qui a été faite. C'est très sobre. Les images sont très belles. On comprend assez bien. On voit ici avec les petites pattes sur les bras. On va même aborder le fait que des fois, même la violence, elle peut être d'ordre sexuel. Donc, une femme qui se laisse faire par son mari parce qu'elle a peur de lui déplaire, c'est un viol. C'est pas toujours comme on veut l'imaginer. C'est pas toujours
évident. Mais quand on observe tout ce qu'on va nous parler à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est plus fréquent qu'on veut bien le croire. Donc, on va parler de ce qu'on appelle généralement l'opération de charme. On va le voir ici. Donc, c'est le mode lune de miel. On est en opération charme, donc gentil, avenant. Et finalement, on va voir que ça va basculer vers la dévalorisation et l'isolement. Donc, on coupe de plus en plus tout ce qui fait que la personne, elle est solide parce qu'on la veut faible. C'est comme ça qu'on peut la dominer et c'est comme ça qu'éventuellement, les choses peuvent se faire. Donc, on voit également qu'il y a différentes formes de violence. Il y en a 5 en réalité. Donc, il y a la physique qu'on connaît, la psychologique, la verbale, la sexuelle et la financière, qui n'est pas très bien connue cette dernière-là. Elle existe beaucoup, notamment dans le 3e âge, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, à regarder qu'est-ce que c'est. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va proposer les justifications. Et ça m'amuse beaucoup parce que je les vois en littérature jeunesse énormément, ces justifications-là. Donc, c'est pas si grave que ça, c'est mon tempérament, je suis fait comme ça, j'ai pas à changer pour toi, c'est normal si je suis jaloux. Parlons-en de la jalousie d'ailleurs, c'est un sujet qu'on voit énormément en jeunesse et je le vois des deux côtés, autant les garçons que les filles. Être jaloux n'est pas un trait amoureux. C'est un sentiment égoïste qui repose entièrement sur le fait qu'on a un problème d'estime de soi ou peu importe la raison, ce n'est absolument pas de l'amour. Donc, à un moment donné, il faut vraiment qu'on se mette les deux pieds sur terre, arrêter de mettre ce genre de mots-là dans nos romans destinés à la jeunesse parce qu'on normalise un comportement qui est totalement inacceptable finalement. Parce que, je comprends, avoir envie d'être avec la personne, c'est une chose. Aller détruire le monde autour de la personne parce que ça fait pas notre affaire qu'elle soit entourée, il y a une marge. Donc, plein de sujets vraiment très intéressants. Fait notable aussi, ce n'est pas exclusivement des choses qui se passent dans le couple. Ce sont des choses que l'on peut voir également dans les relations amicales, professionnelles, les relations entre collègues et même familiales. Donc, il y a vraiment, c'est le comportement. Ça ne veut pas dire aussi que la personne est forcément consciente de ce qu'elle fait, quoique, bon, il y en a que oui. L'idée, c'est que ces personnes-là peuvent être capables d'aimer, mais elles le font mal. Donc, il faut absolument qu'on soit davantage vigilant parce qu'actuellement, je constate que dans la culture, peu importe quel médium, c'est partout et personne ne le voit. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire que l'amour, c'est sexy quand c'est souffrant parce qu'on est carrément en train de dire qu'une relation toxique, c'est correct. Donc, ici, on dit totalement le contraire. Et c'est bien comme ça. Donc, à voir de plus près, vraiment très beau. Et en plus, ben, ça vient d'ici. C'est un album qui a été fait au Québec. Lettre fille, je vais essayer d'y aller rapidement parce qu'il y a quand même 5 histoires dans ce beau petit volume-là. Donc, chacune des protagonistes va nous raconter un pan de sa vie, un élément qui est propre à elle, donc c'est un enjeu au féminin. Donc, notre première jeune fille, c'est Canela, qui, elle, est népalaise, et on nous explique qu'au Népal, avoir des règles, c'est quelque chose qui est dégueulasse. Donc, c'est quelque chose qui est lié à une malédiction, disons. Et pour cette raison-là, les femmes, les jeunes filles qui sont menstruées, elles ne doivent toucher à rien, sinon les plantes peuvent faner. On va loin, là, quand même. Et c'est la raison pour laquelle on va les envoyer dans des petites huttes, des petites cabanes, en dehors, en périphérie du village, où elles sont très vulnérables, pour qu'elles restent là-bas le temps de leur règle. Quand même, ça va loin parce qu'il y a des femmes qui sont mortes de froid, il y a des femmes qui sont mortes de faim, il y a des femmes qui sont mortes parce qu'il y avait des animaux dangereux autour, et il y a des femmes qui ont été agressées sexuellement par des hommes qui, eux, visiblement, les règles, il n'y a pas de problème. Donc, on en parle parce que ça existe encore, on en parle parce que c'est tabou. C'est quoi un tabou? On va l'aborder. Et ultimement, chaque histoire, donc dans le cas de Canela, c'est la même chose. On va s'ouvrir sur qu'est-ce qui se fait actuellement pour lutter contre cet enjeu-là, pour offrir une meilleure vie aux jeunes filles à travers le monde. Donc, les campagnes de sensibilisation, le fait qu'on va les parler, ben, on va offrir aussi des serviettes sanitaires parce que c'est pas encore répandu partout. Ça l'est dans les sociétés comme les nôtres. C'est pas forcément le cas dans tous les pays, surtout les pays en voie de développement, que l'accès est restreint. On va faire évidemment de l'éducation, autant du côté des femmes que des filles, que des hommes, mais surtout du côté des filles. C'est long, c'est laborieux, les mythes et les croyances ont la poigne dure, donc ils ont la peau tenace, coriace, et c'est pas toujours simple d'aller à l'encontre de ça, donc il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même important qu'on en parle, et en même temps, pour faire prendre conscience des réalités dans d'autres pays, c'est aussi important.
Donc, la seconde, c'est Jade. Je vais vous la montrer. Donc, Jade, elle va nous parler de la diversité corporelle parce qu'elle est, en bon français, grosse. Il n'y a pas de... Ce qui est particulier avec ce sujet-là, en fait, c'est que c'est un sujet qui est absolument partout. Le problème, il est carrément généralisé. C'est vraiment un sujet qui touche les pays occidentaux aussi. Les canons esthétiques en Occident, ils sont toujours autour du fait qu'il faut être mince, à la limite même maigre. Les mannequins le sont, on le sait, ça c'est du terrain connu. Ce qu'on ne réalise pas également, c'est qu'au niveau des représentations, les modèles de personnes costaudes, grosses, sont négatifs. Donc, quand on regarde par exemple les romans jeunesse, puisque c'est mon domaine, quand les personnages ont une certaine silhouette, elles vont être soit des rejets, soit ça va être le sujet du livre, donc la personne grosse qui se fait moquer d'elle, et la personne, de manière assez unanime, elle reste célibataire. Mais toutes les filles minces dans les autres romans, vous pouvez être sûr qu'elles ont 2-3 mâles qui se chamaillent pour elles. Fait que les représentations qu'on a des personnes qui sont de ce format-là ou d'un format différent sont toujours péjoratives et elles sont peu également. Donc, comment est-ce qu'on peut espérer que nos jeunes filles puissent en venir à s'accepter et se sentir valorisées en tant que personnes si le seul modèle qu'on leur donne, c'est toujours « ben t'es la grosse, malpropre, que personne veut finalement ». Donc ça, il faut en parler aussi. Et ultimement aussi de dire que nos tailles sont pas forcément le résultat de notre alimentation, donc être prudent avec ça. Il y en a des filles de mon gabarit qui mangent énormément, et l'inverse est aussi vrai pour les femmes costaudes. Il va vraiment falloir qu'on arrête de mettre l'accent là-dessus. Donc, on parle d'un sujet assez intéressant avec Jade, et c'est malheureux en même temps parce que ça peut dégénérer en troubles alimentaires, et on le sait, le trouble alimentaire, il est assez répandu, autant chez nos filles que nos garçons. Le problème existe chez les garçons aussi, c'est pas parce qu'on n'en parle pas ici. Un beau sujet avec Jade. Ensuite, on a Manouche. Manouche, elle est afghane et elle nous explique que, comme c'est souvent le cas dans les pays arabes ces temps-ci, elle est une bâche à poche. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qu'on voit parce que dans ces pays-là, l'iniquité entre hommes et femmes elle est parfois assez monstrueuse. Donc, il y a vraiment un écart vraiment impressionnant. Et ça fait en sorte que quand les familles n'ont pas de garçons, il y a un problème au niveau de, ben, on peut pas sortir, on va aller acheter des choses, on peut pas travailler. Les femmes, elles ne peuvent rien faire dans certains pays. Et c'est particulièrement le cas actuellement en Afghanistan. Donc, travestir les filles en garçons, ça se fait de manière assez courante. C'est pas légal, bien sûr, mais ça se fait. Donc, il y a des jeunes filles qui vont carrément devenir l'autre genre. Habillées en garçon, elles vont faire des activités, aller à l'école. Vraiment, on va s'adresser à eux comme si elles étaient des garçons. Elles changent même de prénom aussi. Là. C'est vraiment, ça va assez loin. C'est pas simplement du travestissement, là, tant qu'à moi. Ça va quand même un peu plus loin. Mais évidemment, le beau rêve prend fin quand les filles ont leurs règles. Parce qu'on se rappelle, les règles, c'est une malédiction. Donc, on interroge la notion de genre, c'est vraiment intriguant parce qu'en même temps, si les filles font exactement les mêmes choses de gars, ben on a la preuve que finalement, il n'y a tellement pas de différence entre les deux genres. Et c'est répandu. Et on va parler du droit des femmes à travers le spectre des bâches à poche parce que leurs restrictions sont, c'est fou comment c'est limité. Donc, on va parler aussi un petit peu de l'extrémisme, on va parler un petit peu des croyances. Et d'ailleurs, c'est pas seulement les musulmans qui avaient ce genre de croyance-là que les femmes valaient moins. Rappelons-nous, les chrétiens, on a pas mal fait la même chose. Donc, au-delà des religions, il y a toute la question aussi de comment on l'interprète. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Parce que finalement, c'est pas tant la croyance en Allah ou en Dieu qui est le souci, c'est comment les humains interprètent ces informations-là. Et on en arrive à des situations comme ça où les femmes disparaissent derrière des voiles, où ils sont contraints de rester à la maison. Donc, il y a plein de choses, encore une fois, avec Manouche, très intéressant. Et j'aime le fait aussi qu'on a parlé du fait que l'Afghanistan n'a pas toujours été dans cette situation-là, a été un pays qui fonctionnait très bien à une autre époque, c'est plus le cas, mais et on va même parler le futur au féminin, donc des figures fortes féminines qui de plus en plus percent les domaines qui sont masculins. Vraiment, c'est toujours un mot pour être positif à la fin, c'est vraiment très bien. Makena, qui est du Kenya, va nous parler d'un domaine qui est quand même de plus en plus connu, mais les mutilations génitales féminines, dont l'excision.
Donc, encore une fois, relayé à des croyances. Donc, les femmes seraient nées avec un organe qui leur appartient pas. Le clitoris, c'est un organe qui est seulement l'apanage du mâle. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ont ça? Ben, on va le retirer parce que ça pourrait blesser le mari. Vous lirez, c'est vraiment ce qui est écrit. C'est quand même assez... C'est des croyances. L'idée, c'est pas que je les juge. L'idée, c'est plutôt que ça explique pourquoi il y a ce genre de pratiques-là qui se font dans le monde et pourquoi aujourd'hui, c'est important qu'on aille faire de l'éducation pour éviter que les filles en meurent parce qu'elles peuvent en mourir. C'est pas des opérations qui se font de manière chirurgicale. Ça se fait vraiment, ça se fait dans des conditions un peu sordides. En même temps, ce qui est très intéressant avec ce personnage-là, il va nous parler des matriarcats. Donc, des sociétés matriarcales, des conglomérats de femmes qui ont décidé de se mobiliser pour éviter un sort pareil à leur fille. Donc, c'est pas toutes les femmes qui adhèrent à l'idée de l'excision. Donc, elles vont prendre leur fille et elles vont aller vivre dans des communautés en dehors des autres. Tant pis, on n'aura pas d'hommes parce qu'on n'en a pas forcément besoin et vont faire les règles et vont faire les choses à leur manière. Donc, en Afrique, il y a des sociétés qui sont des sociétés de femmes. Donc, c'est pas une fiction. Et finalement, on va parler aussi de toute la notion autour du clitoris, le fait que les femmes aussi ont des envies sexuelles, que c'est pas quelque chose d'exclusivement masculin. Encore une fois, plein de trucs vraiment très intéressants. Et finalement, on a Louisa, qui est juste ici. Louisa, elle est mexicaine et elle va nous parler de la violence faite aux femmes. Il faut comprendre qu'au Mexique, déjà, c'est pas toujours facile avec une police qui est très corrompue, mais faire entendre justice quand des femmes disparaissent, c'est encore très compliqué. Les familles ont beau se mobiliser, il y a des femmes qui disparaissent tous les jours et on ne les retrouve pas. Et malheureusement, ça s'inscrit aussi souvent dans un contexte de violence domestique. Donc, on revient à mon renard et à mon lapin. C'est assez, je dirais pas consensuel. Je dirais qu'il semblerait que ce soit répandu. C'est ce qu'on nous dit, que les femmes, le plus grand apothéose de leur vie, c'est de tomber amoureuse. D'ailleurs, on le voit avec les telenovelas et tout ça. Là, les femmes, elles sont faites pour être mariées, mais c'est en même temps toléré que les hommes soient violents envers les femmes. Donc, il y a vraiment un rapport de genre différent au Mexique, et je crois que c'est sans doute pas tout à fait la même chose d'ailleurs à travers le monde. Donc, parler un petit peu aussi de la culture. Finalement, c'est un peu la culture latino qui est un souci d'accepter que les hommes soient violents, d'accepter que les femmes soient soumises. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est vraiment très intéressant, encore une fois, une perspective qui est différente. J'aime le fait qu'on mette aussi l'accent sur les familles qui, eux, sont pas d'accord avec ça, puis qu'ils se mettent ensemble pour que les choses changent. On va parler des féminicides. Je vous rappelle qu'on en a eu quand même notre dose, nous, au Québec, cette année. Donc, banaliser la violence et aussi tout défaire autour de la question vestimentaire. Les femmes qui doivent s'habiller d'une certaine façon parce que les hommes sont incapables de se gérer, apparemment. Donc, c'est à nous de toujours nous habiller correctement pour éviter que les gars nous sautent dessus. Donc, il y a tout le langage autour du code vestimentaire, la liberté des vêtements, la liberté aussi, d'être comme on est. C'est ça. Fait qu'il y a plein de beaux sujets. Vraiment, d'être fille, ça a été un gros coup de cœur cette année. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mettez ça entre les mains des garçons aussi, bien sûr, parce que ce sont des sujets qui concernent tout le monde, à travers le monde. Donc, un beau livre. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On va changer de style après tout ce déluge de nouvelles un peu négatives, mais on a exploré les éléments, qui est ce bel album-là, qui parle d'éléments. Donc, le tableau périodique, d'ailleurs, on vous offre le tableau périodique avec, c'est merveilleux. Donc, on a juste ici. Donc, c'est pas compliqué, c'est à peu près toujours le même format pour chaque page. Donc, je vais vous montrer, moi j'ai décidé d'y aller avec la page du carbone, parce qu'on est fait de carbone. Donc, on a à peu près toujours 2 pages pour chacun. Donc, on a la présentation sommaire ici, on a l'élément, le C, donc l'élément dans le tableau, sa position et son appartenance. Donc ici, on parle d'un non-métal. On va avoir sur l'origine, qui va être juste ici, ses propriétés, les endroits où est-ce qu'on peut le trouver, sa proportion dans le corps humain. Ça, c'est vraiment très drôle. Vous allez voir qu'on a plus d'éléments qu'on pense. C'est surprenant. Les secrets de chimie, donc les éléments qui peuvent être propres au niveau de ces éléments-là. On a sa configuration atomique au niveau proton, neutron et il m'en manque un. Neutron, proton, électron. Voilà.
Et on va avoir les formes et les utilisations, donc ces applications qu'on peut faire. Vous avez toujours des petits dessins aussi pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comme par exemple le carbone est utilisé pour faire du graphite dans les crayons. On parle aussi de la chaîne ADN, parce que nous, on émet beaucoup de carbone. On va parler du carbone, monoxyde de carbone qui est rejeté allègrement sur notre planète en ce moment. Et même, le carbone est à l'origine des diamants, configurés d'une certaine manière. Donc, quand même, c'est surprenant. Il y a plein de choses à apprendre sur tous les éléments, ils sont tous là, même ceux qui sont radioactifs à la fin. J'ai jamais d'album aussi complet sur les éléments chimiques. Donc, vraiment un bel outil, surtout pour les grands curieux des sciences naturelles ou à mettre dans les classes de chimie et de sciences physiques. Vraiment chouette. Le suivant, c'est celui-ci, donc maintenant, qui n'est pas très long à lire, essentiellement formulé avec des photographies qui sont d'ailleurs très belles. On se croirait dans un National Geographic, je vais vous montrer juste ici, vous voyez. Donc, au début, on va nous parler de la planète, des civilisations, donc un petit peu notre histoire. On part de loin, les origines, les énergies, l'équilibre. On fait un petit tour. On s'en va tranquillement vers la conquête de l'humain de la planète, donc nous en tant qu'espèce dominante, j'oserais dire, mais surtout la façon qu'on a changé le monde, pour le pire, pour le meilleur. Donc, éventuellement, on va basculer vers notre façon d'habiter le monde plus actuellement, donc la logique de produire indéfiniment avec des ressources qui, on le sait, sont finies. Donc, il y a une incohérence de système ici. Malheureusement, l'argent est important, le pouvoir est important, donc on est en train de détruire notre seul monde. Actuellement, il y a un déséquilibre. On voit aussi qu'on est nombreux, mais c'est surtout notre façon d'apprécier le monde, notre façon de l'habiter, notre façon de faire la culture. Donc, on interroge, on observe et on le fait à travers l'œil de notre auteur, donc c'est monsieur Yann Arthus Bertrand qui raconte. Donc, en telle année, j'ai observé ceci, en telle année, j'ai observé cela. Donc, à travers ses yeux, à lui, c'est vraiment très intéressant. On va parler des réfugiés climatiques, forcément. Donc, on couvre l'âge. C'est un bel outil pour amorcer, de manière générale, les enjeux climatiques. Donc, c'est vraiment très bien. Cette statistique-là m'inquiète énormément. Donc, 40% des Américains ne croient pas au changement climatique. Ça va vraiment pas. On voit qu'il y a du travail à faire. Et on constate qu'aujourd'hui, c'est ça, 1% des habitants de la planète possèdent autant que le 99% restant. Et finalement, on est vraiment dans une logique de il y a 1% de la planète qui est en train de massacrer tout le reste. Soit parce que, puis c'est pas simplement en habitant des maisons, c'est aussi en encourageant des compagnies qui sont polluantes. Donc, on peut aller même voir, il y a différents autres sujets qu'on peut aller extrapoler sur celui-là. C'est vraiment très large, c'est vraiment très beau et j'aime les images, elles sont superbes. Et à la fin, on va voir aussi, et c'est la partie que je préfère personnellement, mais que nous avons des jeunes qui ont 12 ans, 14 ans, 16 ans, qui sont en train de changer le monde, eux. Donc, ici, on a notre Canadienne, Mademoiselle Severn Suzuki, et de l'autre côté, qui est un petit peu plus connue maintenant, Mademoiselle Greta Thunberg, qui est juste ici. Donc, notre jeunesse fait un constat qui est alarmant, et c'est cette jeunesse-là qui se mobilise. Donc, il y a quand même, quand on dit que la jeunesse, elle n'est pas mobilisée et qu'elle est feignante, je suis absolument pas d'accord, parce qu'on a la preuve que non, on a une jeunesse qui voit les choses, et qui a décidé de se mobiliser. Donc, probablement que le sort de la planète va passer par la génération Z. Donc, un bel ouvrage que je vous invite à aller voir. Il y a des gens, évidemment, qui ont du sens. Il y a des adultes qui ont du sens. Et on voit que, justement, le journalisme, la photographie peut servir le sujet. On a des questions à se poser, c'est évident. Mais j'aime bien ce petit format-là, justement, parce que on peut aller chercher autant la personne initiée que la personne qui sait déjà un petit peu plus de quoi il est question. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. On change de sujet encore une fois. Un éléphant assis sur le cœur. Donc, on a quelque chose qui se rapproche du roman graphique. Il n'y a pas énormément de texte, vous seriez surpris, mais vraiment, il n'est pas aussi chargé qu'il y en a l'air. Beaucoup d'images, beaucoup de graphismes, beaucoup de dessins. On voit également que ça a été écrit à la main. Le livre à l'origine, il est allemand, donc il n'est pas en français, il a été traduit. La question,
c'est les peines d'amour. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent sur les peines d'amour, que finalement, bon, c'est pas si grave que ça, puis que bon, il y a un peu de drama en arrière de ça. Néanmoins, on peut prouver scientifiquement que oui, il y a des choses qui se passent dans notre corps lorsqu'on vit une peine d'amour. Notamment le fait que lorsqu'on est amoureux, il y a une certaine substance qui est sécrétée, un neurotransmetteur, j'imagine, et lorsque on a une peine d'amour, on vit un manque parce que cette substance-là n'est plus produite. Donc, c'est exactement le même phénomène que, par exemple, lorsqu'on est en manque de sucre, lorsqu'on est en manque d'alcool, lorsqu'on est en manque de drogue. Donc, c'est une forme de dépendance légère à quelqu'un, pas dans le sens strict du terme, évidemment, dans le sens biologique du terme. Donc, quand une personne vit une peine d'amour, une vraie, il y a le sentiment de manque. C'est physique, en fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la physionomie, au niveau de l'équilibre chimique du cerveau qui est vraiment impliqué, et on en parle dans ce petit livre-là. C'est vraiment très intéressant. Donc, pour peut-être les gens qui ne l'ont jamais vraiment vécu, c'est intéressant de voir que finalement, au-delà des stéréotypes de la peine d'amour, il y a vraiment quelque chose à les traiter. La personne, elle est vraiment en détresse, elle a de la peine, et elle va vivre toutes sortes de stades émotionnels qui vont ultimement mener jusqu'à la rémission, appelons ça. Donc, on va en parler de tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et on va parler aussi du fait de prendre soin de soi, se donner le droit de cocooning un petit peu, d'alimenter d'autres sphères pour éviter de sombrer non plus dans une forme de dépression. Donc, parce que normalement, on n'a pas juste la personne dans notre vie, du moins j'ose croire. On a des hobbies, on a des amis, on a la famille, et on peut aller sur les autres sphères sociales pour sortir de cet état-là qui est vraiment très désagréable, j'en doute pas. Mais démystifier c'est quoi finalement la peine d'amour, je précise parce que c'est pas forcément écrit que c'est aussi le cas des garçons, bien sûr. C'est pas juste les filles qui vivent des peines d'amour, évidemment. Et on le vivra pas tous de la même manière parce que biologiquement, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même tempérament non plus. Ça aussi, c'est important de dire. J'avais fait, par exemple, qui ont mentionné que non, les garçons ne doivent pas se montrer faibles, ne doivent pas parler de leurs émotions. Oui, ça, c'est le stéréotype. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Il y a aussi toute l'idée de construire des choses positives peu à peu, à la fin aussi, se donner le droit d'être dans son coin un petit peu, mais pas hésiter à aller chercher l'affection des autres autour, pas banaliser non plus les émotions qu'on va vivre. Oui, au début, il y a peut-être des choses un peu absurdes qui vont se passer, du genre je vais faire des plans pour le reconquérir, mais, et c'est là que j'adore le fait qu'ils l'ont écrit. Donc, les gens devraient t'aimer exactement comme tu es. Point 1. Point 2. Certains aspects de ta personnalité sont impossibles à changer. Donc, quand on dit que la fille doit changer pour le garçon, j'ai horreur de ce genre d'histoire-là, ça arrive. C'est faux. Parce que non, une personnalité, ça ne bouge pas. Un tempérament non plus. Ce sont des fondements de notre structure psychologique, ça ne bouge pas. Et enfin, on a le 3 qui est, même si tu y arrivais, ta vie ne serait pas forcément plus heureuse pour autant. J'aime beaucoup ces 3 points-là, parce que c'est... il faut dire que c'est 3 choses que la plupart des personnages en jeunesse ont la misère à faire, en fait. Ok, j'extrapole. Donc, un éléphant assis sur le cœur, peine d'amour, parler de c'est quoi, les stades, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous, quand quelqu'un le vit, et finalement, ne pas banaliser la chose. N'oublions pas une chose, les adolescents, quand ils vivent des peines d'amour, c'est peut-être la première, ils n'ont pas l'expérience des adultes. Donc, jamais penser que c'est moins grave parce qu'ils sont adolescents, ce serait une grosse erreur. Voilà, fait que, à regarder. Et je termine sur Stop à la manipulation, comprendre l'info, démystifier les fake news. Donc, qu'est-ce que c'est un fake news? Donc, l'appellation a été rendue très populaire par un certain président que je ne nommerai pas le nom. Et je dirais aussi que ce qui était intéressant, c'est que c'est pas forcément juste dans les médias d'écran, ça peut être partout. Une fausse nouvelle peut être propagée par une rumeur aussi, donc c'est pas forcément que les écrans. Il y a plein de choses très intéressantes à regarder dans ce petit album-là. Au début, on va surtout parler de c'est quoi l'information? Qu'est-ce que c'est? Elle est véhiculée par quel médium? On va parler du journalisme. On va parler aussi de l'effet bouche à oreille, le journal, la radio. Évidemment, dans notre monde d'aujourd'hui, l'information circule à une vitesse qui est différente d'autrefois. Néanmoins, les informations circulaient quand même. Et aujourd'hui, il y a quand même l'idée de contre-vérifier, chose que peut-être à une autre époque, ce n'était pas forcément le cas.
Donc, on va aussi nous tester plusieurs fois dans l'album pour dire, OK, ben, regardez ce que vous voyez, dites-nous ce que vous pensez. On nous challenge un petit peu, là. Donc, pour essayer de voir et comprendre aussi qu'il y a notre cerveau qui est impliqué là-dedans. Le cerveau peut être biaisé. Il a aussi tendance à généraliser. C'est normal, on l'avait vu tout à l'heure, c'est ça, la tendance à la généralisation pour les stéréotypes. Normal, on traite une information. Donc, malheureusement, parfois, il y a des gens qui le savent, ça. Donc, dans les dictatures, par exemple, et là, on va en entendre parler un petit peu plus loin aussi, on peut manipuler cette information-là si elle nous sert, et on va compter sur l'émotion, on va compter sur le wow, le sensationnel, et d'où vient l'importance des photos, d'où vient l'importance du matériel. Donc, les dictatures, les milieux totalitaires savent exactement comment le faire, et on a un nom pour ça, ça s'appelle la propagande. Donc, on va en parler aussi. Biais de confirmation, on va en parler. On va parler également du fait que les gens, des fois, on regarde quelque chose et on prend ce qui nous tente bien parce que c'est cohérent avec nos valeurs et c'est ce à quoi on va adhérer. Faire attention à ça. Des fois, le point de vue contraire peut être tout aussi intéressant. Donc, on va vraiment jouer avec le médium de l'information. C'est trippant. On va parler des photographies. Les perspectives en photo peuvent même peuvent changer notre perception d'un élément selon le plan qu'on va utiliser. On le voit ici avec l'ours et la petite auto. On va parler également de, selon qui on est, selon où on est, on va avoir des perceptions différentes, d'où l'importance d'avoir des médias qui vont être neutres, parce que c'est simplement de donner l'information pour que nous on le reçoive et qu'on puisse avoir une opinion. Mais en même temps, ce que ça dit, c'est que quand on regarde les images, on va avoir tendance naturellement, selon qui on est, d'avoir des perceptions différentes. Pour des gens qui habitent le pays concerné, ça va peut-être être simplement un train qui transporte beaucoup de monde. Pour nous, ça peut être quelque chose de complètement différent. Est-ce que c'est un film Bollywood qu'on est en train de tourner? Est-ce que c'est un début de révolution? On ne sait pas. Donc, donner un contexte aux images est d'autant plus important, et évidemment un contexte qui est contre-vérifié. On va en parler. On va parler également, ça c'est très intéressant ici, vous allez voir, la photo que vous voyez en haut, elle est réelle. Elle a été prise, on dit ici, donc, la chaîne de Belladone, le massif des Alpes. L'image du dessous, elle est fausse. C'est un jeu vidéo, c'est Battlefield 3. Je vais vous les montrer de plus près pour que vous voyez à quel point c'est quand même étonnant. Donc aujourd'hui, on peut carrément créer des images, on peut créer des paysages qui ont l'air tout à fait vrais. C'est que des fois, c'est pas parce que ça a l'air forcément comme « Ah wow, ça a l'air vrai ». Non, des fois, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on peut les créer. Cultiver la saine méfiance, cultiver notre intérêt, contre-vérifier. Aussi, utiliser un brin de logique. Ici, on nous dit que c'est les gilets jaunes. Il y a un petit souci. On est en mars. Comment c'est possible que les arbres soient verts? Donc, il y a plein d'éléments comme ça. C'est vraiment très drôle, c'est très ludique. On va jouer avec les perceptions également. On le voit ici. Photographie, on dirait des femmes avec un hijab. Non, ce sont des bancs d'autobus. Le cerveau donne des interprétations. Le nom exact, c'est pareidolie. Donc, c'est la capacité du cerveau à donner du sens à quelque chose qui visiblement n'en a pas. Comme par exemple de revoir des visages sur des structures, notamment, ou de voir des formes sur les nuages, alors que les nuages n'ont aucune forme. C'est normal, le cerveau cherche à donner du sens à ce qu'il voit autour de lui pour l'interpréter. Donc, des fois, c'est des pièges ça peut nous nuire. Donc, ici, on a même Notre-Dame de Paris. On a une petite personne, on dit « Oh mon Dieu, c'est la personne qui a allumé la cathédrale. » Ben non, c'est une statue, il y a des statues après. Là. Fait que c'est vraiment très drôle et c'est vraiment très bien fait. Et à la fin, on va ouvrir sur les réflexes à adopter. Donc, un des plus importants qui est de contre-vérifier, forcément. Plus on a une culture générale, plus ça peut aider également. Cultiver la curiosité. Avoir toujours le réflexe de rester méfiant. Et de ne pas sauter tout de suite sur nos émotions. Nos émotions, parfois, vont nous faire réagir sur des choses qui ne sont pas forcément logiques. Identifier les sources. Donc, c'est quelque chose qu'on voit quand on est, entre autres, étudiant au cégep et à l'université. C'est quelque chose qu'on nous fait travailler de manière assidue. Avoir des bonnes sources, fiables, contre-vérifiées, nombreuses et surtout données à la fin de nos travaux pour voir à quel point on a été rigoureux ou non dans nos recherches et surtout d'où viennent nos informations parce qu'on ne peut pas simplement donner l'information sans dire que c'est pas nous qui l'a trouvé. Donc, beau petit livre, très bien fait encore une fois, mais je veux dire, il y a vraiment plein de trucs intéressants. Ça nous permet de mieux comprendre aussi comment les informations circulent. C'est sûr que c'est pas toujours simple,
mais des petits réflexes, ça peut se développer et ultimement, ça pourrait surtout nous aider à être un petit peu plus cohérents et éviter surtout de tomber dans les extrêmes parce qu'on peut le réaliser assez vite, on peut être très facilement manipulable et influençable et les médias selon lesquels il y en a qui savent. Donc, voilà, sujet pertinent pour nos ados. Donc, ceci conclut pour la capsule du documentaire secondaire pour l'année 2022. Donc, on va probablement répéter l'expérience l'année prochaine, en 2023, pour le documentaire secondaire, étant donné que le nombre de livres sont restreints par rapport à ceux du primaire. Décembre est arrivé, donc je vous souhaite un joyeux Noël et un bon temps des fêtes. On va se retrouver l'année prochaine pour d'autres capsules. Donc, je vous souhaite une bonne journée.